Anthony a bien rappelé la dispute, la disputatio, comme on dit, qui est cette modalité de la philosophie médiévale, des universités médiévales dans leur recherche de la vérité. Donc, un échange d'arguments en public, ce que nous faisons ce soir. Cette disputatio médiévale visait aussi à neutraliser on va dire, les effets rhétoriques. C'est pas un concours d'éloquence, une disputatio. Ça se voulait un échange public d'arguments, et c'est aussi avec ça que l'on voudrait renouer pour une discussion de fond sur cette question qui nous paraît éminemment politique en ce temps de crise environnementale. C'est que faut-il faire du concept de nature? Faut-il en finir avec la nature? Alors, là où l'on s'éloigne de la tradition de la disputatio médiévale, c'est que cette dernière était anonyme. En fait, elle n'était pas incarnée. Les arguments étaient exposés, mais il n'y avait pas de porteur de cet argument, un étudiant parmi d'autres. Évidemment, ce n'est pas le cas ce soir, puisque, comme l'a rappelé Anthony, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Descola, donc professeur au Collège de France émérite, anthropologue, et notamment l'auteur parmi de nombreux livres de Par-delà la nature et culture en 2005, et Patrick Dupouet, qui est professeur de philosophie et qui a écrit en 2023 un livre qui interpellait Philippe Descola pour en finir avec la nature, pour ne pas en finir avec la nature, question d'un philosophe à l'anthropologue Philippe Descola. Alors, nos deux invités, que je remercie une fois encore, ont un point commun, outre d'être barbus, c'est d'avoir été tous deux professeurs de philosophie. On en parlait à l'instant avec Philippe Descola. On aura donc ce soir, je pense, un échange de type philosophique, mais évidemment dans une volonté d'être accessible à toutes et à tous. Nous aurons jusqu'à 20h30 et nous aurons ensuite un temps d'échange informel autour de la librairie qui est tenue. Vous pourrez échanger avec les auteurs après ce temps. Donc, évidemment, en bonne logique, il nous faut commencer par définir ce concept de nature, et c'est pourquoi je demande, on va dire par ordre alphabétique, on va commencer par Philippe Descola, de définir ce concept de nature. Merci de cette occasion de pouvoir débattre avec Patrick Dupouet, surtout dans un cadre comme celui de l'Académie du climat, qui est particulièrement approprié à évoquer cette question de la pertinence du concept de nature dans les luttes politiques contemporaines contre la dévastation écologique. Alors, la définition de la nature, il y a quelques grandes sommes sur l'idée de nature. Le livre de Collingwood, par exemple, le très classique livre du père Lenoble, Robert Lenoble. Il y a le livre de Moscovici, il y a les cours du Collège de France qui ont été publiés de Merleau-Ponty. Et récemment, pour revenir dans cette question, j'ai lu, disons, la publication la plus récente dans le domaine, qui est La méditation sur la nature d'Alain Badiou, qui a été publiée il y a quelques mois. Et toutes ces sommes, celle de Badiou est plus mince que les autres, conclut au fait que c'est un concept retors, comme dit Alain Badiou, polysémique, très difficile à définir. Pour revenir à ce que Alain Badiou analyse dans son livre, qui est un peu un cours d'une certaine façon, mais très bien fait, il commence par dire que c'est un concept retors, et puis il conclut en disant qu'il faut probablement le sacrifier. Sur le plan philosophique en tout cas, mais il peut peut-être subsister sur le plan poétique et sur le plan politique. C'est probablement beaucoup de cela dont on va parler ce soir. Alors qu'est-ce qu'il fait Badiou? Il fait ce que beaucoup d'auteurs qui ont abordé la question de la nature ont fait, c'est-à-dire qu'il construit au fond ce concept, il lui donne de l'épaisseur en l'opposant à d'autres notions, nature et humanité, nature et sensible, nature et totalité, nature et liberté, nature et surhumanité, etc. Un peu comme Heidegger l'avait fait dans son essai sur la phosis grecque.
Et ce que j'ai tiré de l'analyse de Badiou, et comme de beaucoup de ses synthèses sur l'idée de nature, c'est qu'il y a une dialectique dans la nature entre l'intériorité et l'extériorité. Intériorité au sens où la nature, c'est à l'origine chez les Grecs la physis, hein, c'est-à-dire c'est ce qui est le propre d'une chose, c'est ce qui est son essence intime. C'est la première occurrence est dans l'Odyssée et désigne une plante que l'on donne à Ulysse pour lutter contre les enchantements de Circé, donc qui a ses propriétés précisément de permettre de combattre les illusions, les hallucinations que Circé peut produire par ses enchantements. Et ce sens originel s'est conservé pendant longtemps. Il existe encore, hein, le propre de l'homme, on l'entend encore, la nature humaine, ou bien la nature du loup et de manger des moutons, des choses comme ça. Mais progressivement, cette notion initiale, sans disparaître, a été remplacée par la notion d'extériorité, précisément, c'est-à-dire l'extériorité sensible. C'est l'ensemble des êtres et des choses qui sont soumises à des lois que l'on peut investiguer, avec cette contradiction compliquée que les humains sont à la fois à l'extérieur de la nature et en même temps ils participent de la nature, puisque du point de vue de leur biologie, ils font partie des animaux, et que donc le fonctionnement de leur corps est entièrement défini par les lois de la nature. Et c'est une contradiction qui est caractéristique au fond de l'histoire moderne de la nature. C'est arriver à réconcilier au fond ces deux aspects de l'exceptionnalité humaine, les humains s'étant extraits de la nature. Alors je pars en effet, j'ai enseigné la philosophie pendant 1 an quand j'ai fait un stage pédagogique, et puis je suis parti chez les chasseurs de tête peu après, parce que je me suis rendu compte que c'était pas vraiment mon domaine, mais c'est des choses que j'enseignais aussi à mes élèves. Et donc, il s'est passé à une période que je situe au XVIIe siècle, quelque chose de singulier, c'est qu'il y a eu c'est ce que Merleau-Ponty, dans son cours sur la nature, appelle un changement d'idée de nature. C'est-à-dire que lorsqu'il dit dans son cours, ce n'est pas l'accumulation des découvertes scientifiques qui a changé l'idée de nature, c'est le changement de l'idée de nature qui a permis les découvertes scientifiques. Et donc là, il y a eu un basculement vers cette idée d'une nature comme un ensemble d'objets dont on peut découvrir des lois, mais qui est extérieure aux humains. Et cette histoire ne s'achève pas là, puisqu'elle est complétée au XIXe siècle par l'invention des sciences de la culture, de l'esprit, les sciences sociales et humaines, qui offrent un contrepoids, un contre-pied à l'idée de nature telle que je viens de la définir, avec cette nouveauté, effectivement, par rapport au XVIIe siècle, qu'au XVIIe siècle, ce qu'on oppose à la nature, c'est plutôt l'homme, le sujet connaissant, c'est le sujet agissant, c'est le philosophe dans son poil, ce sont les ingénieurs hollandais qui font des polders, etc. Donc c'est l'homme en tant qu'agent, mais plutôt considéré de façon individuelle, alors qu'au XIXe siècle apparaissent des collectifs qui viennent en tant que tels se contraster avec la nature. Donc cette façon de voir la nature qui est devenue un peu dominante et qui, pour reprendre ce que disait Badiou, que j'évoquais tout à l'heure, maintenant conserve une dimension poétique, c'est-à-dire tout un tohu-bohu d'émotions, d'affect qui est lié à la nature, et qui est évidemment lié au romantisme.
Et puis, un mot d'ordre politique, savoir que faire de la nature qui est de plus en plus dévastée. Faut-il la protéger ou faut-il changer complètement d'attitude vis-à-vis de la nature et donc la mettre entre parenthèses d'une certaine façon. Voilà. Non. Ça marche? Oui. Très bien. Bien, merci d'abord à l'Académie du climat de nous accueillir dans cette superbe salle. Merci à Nicolas Chevassus-Louis d'avoir organisé ce débat, pouvoir rencontrer Philippe Descola, que je rencontre en chair et en os pour la première fois de ma vie, même si je l'ai rencontré par son œuvre, ce qui est peut-être quand même l'essentiel. Ça, c'est une grande joie, une joie intellectuelle. Donc, à tous ceux qui ont contribué à ce débat, merci. Merci aussi au public d'être là, quand même, assez consistant. Je vais essayer de répondre à la question. Pour répondre à la question, il faut que j'explique comment je suis venu à lire Descola. Je suis professeur de philosophie, je ne sais rien faire d'autre. J'ai enseigné la philosophie pendant 40 ans, avec au programme des terminales, et puis ça faisait partie aussi du programme des classes préparatoires, l'opposition nature-culture, ou l'idée de nature, l'opposition nature-culture. Le jour où j'ai commencé à entendre sur France Culture qu'on racontait partout, mais il y a quelqu'un qui dit là que la nature, ça n'existe pas, et que l'opposition nature-culture, il faut balancer ça par-dessus bord, je me suis dit, il faut y aller voir. Et bien entendu, j'ai acheté et j'ai lu ce livre, Par-delà nature et culture, qui était dans mes objectifs de lecture. Mais vous savez ce que sont les objectifs de lecture, hein? Bon, eh bien, et là, je l'ai lu. Et puis, j'ai, de fil en aiguille, lu un grand nombre de livres qu'a publié Philippe Descola. J'ai écouté Philippe Descola dans ses interventions sur Internet. Et j'ai été immensément enrichi par la connaissance que j'ai acquise de données de sciences anthropologiques, domaine dans lequel j'étais assez ignorant, je reste assez ignorant, mais pour être professeur de philosophie, il faudrait savoir tout, dans tous les domaines, histoire, biologie, physique, astrophysique, compagnie. Bon. Et il se trouve qu'en anthropologie, je n'étais pas très, très compétent. J'ai beaucoup appris. Et surtout, je dirais à tous les philosophes qui sont ici, je le dis à tout le monde, mais je le dis spécialement aux philosophes, lisez Par-delà nature et culture, lisez les autres textes. Il faut se souvenir que Kant écrit quand même que toutes les questions de la philosophie peuvent se ramener à une seule, à savoir, qu'est-ce que l'homme? Et Kant est quand même l'auteur d'un livre qui s'appelle Anthropologie, point de vue pragmatique. Et donc, oui, il faut lire les livres de Philippe Descola, et il faut lire, en particulier, si on est engagé dans l'enseignement philosophique ou la recherche en philosophie. Cela dit, je n'ai pas été d'accord avec tout, et en particulier, je ne crois pas qu'il faille se débarrasser de l'idée de nature, je ne crois pas qu'il faille se débarrasser de l'opposition de la nature et la culture, ni de l'opposition du naturel et de l'artificiel, parce que, à la question qu'il se pose lui-même, Philippe Descola, doit-on conserver la distinction du naturel et de l'artificiel? Il répond, je pense que non. Et moi, je lui demande, mais si on ne conserve pas la distinction de l'artificiel et du naturel, qu'est-ce que devient l'idée d'une artificialisation des sols, par exemple, ou d'une anthropisation de la nature? Or, les concepts d'artificialisation et d'anthropisation font aujourd'hui la preuve de leur validité scientifique et politique. Et donc, je crois que l'opposition du naturel et de l'artificiel, elle est pertinente. L'opposition du naturel et culturel aussi. Prenez ceci. Si je vous demande, c'est naturel ou c'est artificiel? Ça, ma montre. Tout le monde va dire, c'est un truc artificiel. Oui, c'est artificiel. Si je vous parle, certains ont peut-être ça dans l'imagination, peuvent représenter l'aiguille du Dru à Chamonix. Bon, si vous avez pris ne serait-ce que le petit chemin de fer du Mont-en-Vert, vous avez vu l'aiguille du Dru. Naturel ou artificiel? Ça, c'est naturel. Bon. Or, ça, c'est naturel aussi. Pourquoi? Parce que tous les atomes qui sont dans ce truc-là se sont formés naturellement dans les étoiles il y a quelques centaines de millions d'années, voire milliards d'années. Donc, cet objet est naturel, il est traversé par du naturel. Toutes les lois en vertu desquelles fonctionne cette montre sont des lois naturelles. C'est ce qui fait dire à Descartes que toutes les choses naturelles sont par là.
en tant que telles, toutes les choses artificielles sont en cela naturelles. C'est-à-dire que la frontière du naturel et de l'artificiel, la frontière du naturel et du culturel, ne dépasse une limite d'un côté de laquelle vous pouvez ranger les choses qui sont naturelles et de l'autre les choses qui sont artificielles ou culturelles. Tout est traversé. Tout est traversé par du naturel et par de l'artificiel. Du moins tant qu'on reste sur la Terre. Parce que la galaxie d'Andromède, je ne sais pas trop ce qu'elle peut avoir d'artificiel. Et pas besoin d'aller si loin, parce que le noyau de la planète Terre est une réalité entièrement naturelle. Je ne sache pas qu'il ait pu être de quelque façon anthropisé. La planète Saturne, oui, parce que dès qu'on passe avec une sonde à proximité, tout de suite, pof, ça, l'humain n'a pas mis le pied peut-être dessus. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Philippe Descola a parfaitement raison de dire que nature et culture, nature et artificiel sont des réalités qui s'entremêlent perpétuellement. Il est vrai, par exemple, que par exemple, l'océan, s'il y a quelque chose de naturel, personne ne le dira, est aussi complètement artificialisé. La température dépend de l'action humaine, la composition chimique dépend de l'action humaine. Mais précisément, dès que nous avons affaire à des réalités qui sont entremêlées, imbriquées, intriquées, qu'est-ce que nous pouvons faire si nous n'avons pas la distinction conceptuelle? C'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour dire que l'idée de nature est une idée qui n'a pas de pertinence. Philippe Descola a écrit, quand je suis arrivé chez les acheteurs d'Amazonie, j'ai compris que les concepts de nature et de société n'avaient aucun sens. Mais s'ils ont un sens, et nous avons besoin qu'ils en aient un, parce que s'ils n'en avaient pas, nous ne pourrions même plus penser. Vous dites, par exemple, qu'il est bien difficile, dans un phénomène comme le réchauffement climatique, de faire de départ entre ce qui relève de causes naturelles et ce qui relève de causes humaines. Bien sûr, c'est difficile, mais nous devons le faire et nous le faisons. Et la science climatologique le fait, et elle le fait tellement bien que nous savons aujourd'hui que l'incidence humaine, que la causalité humaine dans le réchauffement climatique est nettement prévalente. Parce qu'on ne voit pas de cause naturelle à ce que le climat se réchauffe aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès qu'on veut réfléchir sur l'intrication de deux types de réalités, que ce soit par exemple la nature et l'artifice, le naturel et le culturel, le militaire et l'économique, l'économie et la politique. Donc Philippe Descola a parfaitement raison qu'il serait temps que les rapports soient clarifiés. Parce qu'il serait temps, en effet, que peut-être la politique reprenne le pas sur l'économie. Mais ça exige qu'on ait la distinction conceptuelle. C'est pour ça que ça interdit de dire que l'idée de nature n'a aucun sens. Ça interdit de dire que nous pouvons penser sans elle. Nous devons désormais penser sans elle. Ça, c'est ce que je lis dans les écrits de Philippe Descola. Non, nous en avons besoin de l'idée de nature. Et nous avons besoin de l'idée de nature. Et il n'est pas question d'annoncer son décès prochain. Or, l'idée que nous sommes proches du décès de l'idée de nature est une idée que vous reprenez, avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Nous avons besoin de distinctions conceptuelles partout où nous avons affaire à des réalités, je répète, imbriquées, distinguées. Parce que pour comprendre les rapports entre des réalités qui ne sont pas séparées, il faut commencer conceptuellement par les distinguer. Et c'est pour ça que la nature, c'est quelque chose qui existe, et que nous avons besoin du concept. Ça existe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour cette montre par exemple, qu'est-ce que j'ai fait de ma montre? Ça veut dire que la nature, c'est ce qui était là avant. La nature, moi, on me demande la définition. Comment est-ce que vous définissez la nature? C'est d'abord ce qui est là avant. C'est là avant. La nature était là avant nous. Et donc, c'est ce que je dis, tous les atomes qui sont là-dedans sont des atomes qui existaient, mais des centaines de millions d'années avant les humains. Et c'est ça d'abord la nature, ce qui était là avant, ce qui nous a précédés. Et c'est ce qui est à la base, c'est ce qui est la substructure de toute l'action artificielle que nous pouvons mener, de toutes les transformations et de toute la réalité culturelle. Nous faisons de la culture sur la base de la nature. Elle était là avant. Par exemple, la reproduction sexuée, c'était là avant nous, c'était là avant la culture, puisque les dinosaures, pour ne prendre que cela, avaient une reproduction sexuée, et que nous avons fait, nous, avec ça, des tas de choses, culturellement, pour le meilleur et pour le pire, on est d'accord. Mais nous avons fait à partir et avec le naturel. Ensuite, c'est ce qui était là avant. Et qu'est-ce que c'est? C'est un ordre de loi. C'est une légalité. Quand on lui demande ce que c'est que la nature, répond, je peux vous donner la référence si ça vous amuse, la nature, l'existence des choses en tant qu'elle est déterminée selon des lois naturelles.
l'existence des choses en tant qu'elle est déterminée selon des lois naturelles. Ce n'est pas un domaine de choses, la nature. Vous séparerez pas le naturel et le culturel, le naturel et l'artificiel, comme vous séparez dans un jeu de cartes des noirs des rouges, en mettant je mets les unes d'un côté et les autres de l'autre. Non. Vous avez une imbrication, une intrication perpétuelle, mais tout est naturel au sens où tout obéit aux lois de la nature, sauf si vous croyez qu'il y a des phénomènes surnaturels. Je vous avoue que ma crèmerie philosophique, qui est plutôt spinoziste par exemple, ne m'incline pas à penser qu'il y a des choses surnaturelles. Donc je pense que tout est naturel, y compris d'ailleurs l'artificiel, comme le montrent déjà Descartes dans les principes de la philosophie. Voilà ce que je dirais pour la définition de la nature. Un ordre de choses. Quant au concept de nature, il n'est pas du tout dépourvu de sens, il a un sens et même il a une pertinence. Et en particulier, il a une pertinence politique, ça nous reparlera peut-être de l'usage politique de l'idée de nature, mais moi je ne vois pas ce que je peux faire. Alors je vais peut-être me bâtirer des sifflets, on va peut-être me balancer des trucs, mais je ne sais pas ce que je peux faire contre la manif pour tous si je n'ai pas la distinction nature-culture. Je ne sais pas. Là, il faudra qu'on m'explique. Voilà. Est-ce que je peux dire 2 mots J'espère. On n'est pas là pour le clash, mais il faut quand même qu'il y ait un petit peu de... J'ai dit que la nature n'existe pas pour tout le monde. Ce qui est un peu différent de ce que vous avez dit, c'est-à-dire vous avez fort brillamment développé la doxa philosophique qu'on enseigne effectivement dans les classes de Cagnes pour permettre à des jeunes gens brillants de passer les concours des écoles normales supérieures. Donc, je l'ai... Pour juste une anecdote, dans cette année de stage pédagogique, la seule année où j'ai enseigné la philosophie, j'ai été inspecté, parce qu'on est inspecté pour vérifier qu'on fait bien son travail. J'ai été inspecté par quelqu'un qui a joué un rôle important dans l'inspection philosophique, qui était la première femme de Claude Lévi-Strauss, Tina Dreyfus. Et j'ai fait ma leçon, c'était avant de partir sur le terrain, sur nature et culture. L'opposition nature et culture, parce que c'était un des grands classiques, effectivement, que l'on enseigne dans les classes de philosophie, dans les classes préparatoires, et qui est au programme des concours de recrutement des professeurs. Donc, vous avez parfaitement développé cette argumentation. Mon intérêt, moi, dans cette question, c'était essayer de montrer que dans le vaste monde, tout le monde ne pense pas comme les Européens, tout le monde ne pense pas comme Descartes, Bacon ou Kant ou Hegel, mais qu'il y a d'autres façons de concevoir les formes de continuité et de discontinuité entre des humains et les autres qu'humains. Et que la nôtre a une singularité très intéressante. Je l'ai étudiée moi aussi au fil du temps, notamment j'ai pu faire des cours là-dessus. Je ne pense pas que la philosophie européenne a démérité, mais elle n'est pas la seule façon de concevoir, de faire monde, de percevoir autour de nous des réalités, des phénomènes, des régularités, et donc de construire des systèmes à partir de cela. Et évidemment, en tant qu'anthropologue, j'essaye de ne pas trop tomber dans une démarche eurocentrée, c'est-à-dire en projetant les catégories qui me sont les plus familières, qui étaient les plus familières parce que c'est celles que j'avais amenées avec moi dans ma boîte à outils conceptuelle lorsque je suis parti sur le terrain. Mais j'essaye au contraire d'être affecté par d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai sauté le pas, que je ne suis pas resté philosophe, que je suis devenu anthropologue, parce qu'il m'a semblé que des expériences collectives menées par des peuples, ici et là, à la périphérie du monde moderne, constituent autant d'enseignements sur des façons de penser qui ne sont pas prises en considération précisément par la pensée philosophique depuis longtemps. C'est Rousseau qui écrit « Les particuliers ont beau aller et venir, la philosophie ne voyage point ». Mais précisément, l'anthropologie a été une façon de répondre à cette remarque de Rousseau. Et en France, elle a un statut tout à fait particulier, puisque depuis Durkheim, un très grand nombre d'anthropologues, de sociologues, de spécialistes des sciences sociales se sont formés initialement à la philosophie, qui donne une coloration un peu particulière à la manière qu'ont les
praticiens français des sciences sociales de poser des problèmes, parce ils ont une certaine... le parler philosophique leur vient spontanément, mais c'est un parler philosophique qui, évidemment, tranche sur l'enseignement philosophique classique. Voilà, juste pour... Je voudrais juste dire un mot. Je comprends très bien que vous avez voulu dire, non pas que la nature n'existait pas, mais qu'elle n'existait pas pour tout le monde. Il fallait le dire comme ça. Mais je l'ai dit. Mais non, parce que, attendez. Je l'ai écrit, je peux même vous donner les pages où je l'ai écrit. Ah, ça, je veux bien. Je l'ai écrit il y a très longtemps, d'ailleurs, dans un livre qui était destiné au grand public, Les Lances du Crépuscule. À la fin de ce livre, qui est une chronique, au fond, de mon expérience ethnographique chez les Alchoirs, il y a un petit chapitre où j'essaye de tirer les enseignements personnels que j'ai pu glaner de cette expérience. Et il y a cela, et notamment, c'est l'expression que j'emploie, c'est la nature n'existe pas pour tout le monde. Alors, et je sais que vous l'avez, non, c'est pas vous l'avez dit, mais vous l'avez dit publiquement lors de la dernière parution à la Grande Librairie, à la télévision. Alors, simplement, moi, je lis ce que vous avez écrit. Vous dites... une notion qui j'ai compris j'ai commencé à comprendre à l'occasion de ma première étude sur le terrain que ces notions de nature et de société n'avaient aucun sens. N'avaient aucun sens. Pour les gens chez qui j'étais. Pas du tout. C'est pas ce qui est écrit. Enfin, j'ai les textes. Il y a les textes. Bon, une notion qui n'a en elle-même que très peu de sens. Cette notion a fait son temps. La notion a fait son temps. Il faut maintenant penser sans elle. C'est à nous que vous vous adressez. Oui, alors ça, c'est peut-être une partie ultérieure de la discussion. C'est que faire maintenant? Est-ce que politiquement, c'est une question qui, en fait, intervient de façon plus ou moins présente depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il est utile de continuer à utiliser cette notion de nature pour faire face à la dévastation écologique, à la perpétuation d'un capitalisme destructeur et des humains et des autres qu'humains. Voilà, donc ça c'est un débat, mais qui est un débat... Nous avons besoin de cette idée de nature. Sinon, comment allez-vous penser, sans idée de nature, l'affirmation de l'artificialisation des sols? Comment vous faites? Mais les gens qui travaillent sur l'artificialisation des sols, ou en général, ce que vous avez cité à propos de votre montre, etc., les physiciens, les biologistes, etc., c'est quelque chose que Bruno Latour avait très bien mis en évidence. Il n'emploie jamais le terme de nature. Et nature, c'est le titre d'une revue, mais c'est à peu près tout. C'est le seul endroit où le mot nature apparaît dans ces articles scientifiques. Mais nous parlons en philosophe, nous ne parlons pas en scientifique, là. Je sais bien qu'un scientifique n'a jamais rien expliqué par l'idée de nature. Ça, c'est écrit dans Auguste Comte. Auguste Comte dit, vous brandissez l'idée de nature, vous n'expliquerez jamais rien en disant c'est naturel. Pas plus qu'en disant c'est culturel. Ben oui, mais c'est ce que vous faites. Mais jamais. Jamais je l'ai dit. Il suffit de dire que c'est naturel pour avoir l'explication de quoi que ce soit. Une explication scientifique, elle passe par des lois, parce qu'on peut appeler des causes, éventuellement on peut discuter, mais jamais personne. C'est de la métaphysique, ça. Mais dans ce cas-là, la question sur l'artificialisation des sols ne se pose pas. Puisque elle se pose bien sûr, mais elle suppose des analyses chimiques du sol, de la formation des sols, du type d'intrants qui sont utilisés, etc. On n'a pas besoin de la notion de nature pour étudier ces phénomènes d'artificialisation. Non, mais ça c'est certain. Mais nous avons besoin de la notion de nature politiquement pour nous battre contre le phénomène d'artificialisation ou d'anthropisation qui n'a même plus de sens. Le monde ne veut plus rien dire si vous n'opposez pas l'artificialisation et l'anthropisation à quelque chose. Alors, on va revenir sur les usages politiques de la nature en troisième partie de discussion. Je voudrais auparavant vous lancer sur un autre point dont vous n'avez pas la même définition, qui est la question du naturalisme. Et ce n'est pas qu'un point de doctrine. On va voir, ça va être important pour la suite de la discussion. Est-ce que vous pouvez de même, en commençant par Philippe Descola, nous dire un mot de ce qu'on entend, ce que vous entendez plutôt par naturalisme? Alors moi, j'ai utilisé ce concept qui avait d'ailleurs une signification différente avant que je l'utilise en anthropologie, puisqu'il était lié à ce qu'on appelait le programme naturaliste dans les sciences
cognitive et qui est un programme physicaliste qui vise à montrer, au fond, que les opérations de l'esprit sont fondées sur des mécanismes neurobiologiques que les neurosciences peuvent mettre en évidence. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un programme de naturalisation de l'esprit qui s'est développé depuis une trentaine d'années, qui d'ailleurs est intéressant du point de vue de l'anthropologie comparative, parce que c'est la première fois, à ma connaissance, dans l'histoire de l'humanité, qu'il y a une volonté d'explication matérialiste des opérations de la pensée ou de la réduction de l'esprit, si on peut dire, à des propriétés émergentes d'un mécanisme matériel, neurobiologique. Donc j'ai utilisé ce concept de naturalisme parce qu'il m'avait frappé justement sur le terrain. C'est ce que j'ai fait par la suite dans mes travaux d'anthropologie comparative n'est pas l'extension ou la généralisation de choses que j'ai observées sur le terrain, mais le terrain m'a conduit à remettre en question précisément, en partageant l'avis de gens que j'ai ensuite défini en utilisant un autre concept qui était tombé un peu en désuétude, le concept d'animisme, m'a conduit à mettre en évidence le fait que ce que des gens comme les Achuar et bien d'autres populations de par le monde conçoivent en termes de continuité, de discontinuité entre humains et autres qu'humains, était l'exact inverse de ce que nous avions, nous, mis en branle à partir du XVIIe siècle. Et de ce point de vue-là, je pense que Bacon joue un rôle très important, peut-être plus que Descartes, qui est plus peut-être subtil, en tout cas, que Bacon, si je peux me permettre d'employer l'expression. Et qui consiste, au contraire de l'animisme, à mettre en évidence l'exceptionnalité humaine du point de vue de l'intériorité, et alors que les populations que j'appelle animistes considèrent que la plupart des existants, la plupart des êtres, et voire certains phénomènes, ont une intériorité, mais que, en revanche, du point de vue physique, chaque forme de vie a des dispositions biologiques, si on peut dire, qui lui permettent de se brancher à un élément du monde, lequel devient comme une sorte de prolongement de leur corps, qui est une idée qui avait été développée par Jacob von Uexküll dans les années 30, en éthologie d'ailleurs, et qui est une idée très intéressante dans son livre qui a été traduit par Monde animaux, Monde humain, et qui relève de l'observation. Le monde d'un aigle harpie n'est pas le monde d'un poisson, qui n'est pas le monde d'un ver luisant, qui n'est pas le monde d'un humain, etc. Parce que chacun de ces classes d'êtres se meut avec un système de locomotion, d'alimentation, etc., est différent. Et donc, il y a ce que mon collègue Eduardo Viveros de Castro a appelé un multinaturalisme, c'est-à-dire que chaque forme de vie, au fond, a une nature qui lui est particulière. Évidemment, ça, c'est exactement l'inverse de la situation de ce que j'ai appelé le naturalisme, dans lequel, au contraire, la possession d'une intériorité est réservée aux humains, mais que les humains sont des éléments parmi d'autres d'un système que l'étude des lois de la nature permet d'expliquer. Pourquoi est-ce que j'ai employé le terme naturaliste? Essentiellement parce qu'il m'a paru précisément que le rôle qui était donné à cette idée de nature à partir du XVIIe siècle prenait une dimension importante, et c'est ça que j'ai voulu souligner. Donc, de ce point de vue-là, le naturalisme a eu des effets positifs aussi, c'est-à-dire notamment, pour reprendre la formulation de Merleau-Ponty, il a constitué le terreau à partir duquel se sont développées des sciences positives. Et je ne suis pas un adepte de la lampe à huile, comme dirait notre président. J'ai une grande admiration pour la physique des particules, par exemple. Je trouve extraordinaire qu'on puisse
déterminer les éléments constitutifs de la matière, et chaque fois qu'on découvre une nouvelle particule élémentaire, je me réjouis d'une certaine façon de cette découverte. Donc, mais au fil du temps, et dans Par-delà nature et culture, je n'ai adopté aucune position morale vis-à-vis du naturalisme par rapport aux autres modes d'identification. C'était une façon de faire monde parmi d'autres, mais au fil du temps, j'ai pris conscience que le naturalisme a été la condition d'une révolution anthropologique fondamentale, qui était précisément de traiter les autres qu'humains comme des choses, et donc par voie de conséquence comme des marchandises, comme des moyens de production ou des moyens de permettre de procurer aux humains des aménités, et que ce désenchantement du monde, pour reprendre une formule célèbre, a été l'une des conditions, pas la seule, il y en a bien d'autres, du développement du capitalisme industriel à partir du 19e siècle. Et donc le naturalisme, comme cosmologie, si on peut dire, comme arrière-fond de notre façon de considérer la nature et son opposition à la société, et puis ces oppositions qui sont classiques depuis les Grecs, au fond, hein, depuis a connu une accélération au XVIIe siècle, et ensuite a eu des conséquences. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des conséquences historiques, mais notamment cette conséquence fondamentale de rendre possible d'être l'une des conditions d'avènement du capitalisme industriel. Et il m'a semblé que si l'on voulait sortir de la dévastation de la planète que on peut appeler capitalocène, hein, c'est-à-dire du rôle du capitalisme comme système d'exploitation des humains et des autres qu'humains, une prise de distance vis-à-vis du naturalisme était nécessaire. Donc, cette dimension politique, elle est plus récente dans mes travaux. Je l'ai en particulier développée dans mon dernier livre sur la cosmopolitique. Mais j'ai un peu changé d'avis au fil du temps sur le naturalisme et sur la position un peu distanciée que j'avais vis-à-vis de la définition du naturalisme. Parce que j'ai fini d'écrire Par-delà nature et culture en 2003, et que la situation du monde a beaucoup changé entre-temps, et que j'ai pris conscience que je n'avais probablement pas, ce n'était pas le cas à l'époque, des effets absolument dramatiques du réchauffement climatique sur le système Terre, et donc sur l'avenir de l'humanité, tout simplement. Bon, alors, les définitions sont libres. Lorsqu'on est un chercheur, lorsqu'on est un théoricien, moi, ça ne me gêne pas du tout qu'on parle de naturalisme au sens que dans mon livre, j'ai appelé anthropologique, le sens de Philippe Descola, c'est-à-dire ce que vous appelez le grand partage, allant jusqu'à parler d'apartheid entre les humains et les non-humains. Ça ne me gêne pas. Je n'ai pas d'objection à cet usage du mot, du moment que les définitions sont données et qu'elles sont claires, ce qui est le cas. La seule chose, ce qui me chiffonne un peu, c'est l'idée que le naturalisme serait dans la version que donnent les philosophes à ce mot, une espèce de matérialisme, ce que vous avez appelé physicalisme. Or, le naturalisme en philosophie, pour les philosophes, l'idée de naturalisme ne signifie pas que tout est matériel, que toutes les explications doivent être matérialistes. Elle signifie ceci, et alors ça ne nous fait pas remonter au projet de naturalisation de l'esprit du XXe siècle. Ça nous fait remonter à Épicure et à Lucrèce, déjà, qui, eux, sont matérialistes, indiscutablement, dont les explications sont naturalistes et matérialistes, puisque, alors, on n'est pas dans la science, ça c'est certain, on n'est pas dans la science, mais on a des tentatives d'explication et des tentatives de véritable explication des phénomènes psychiques, par exemple, ou des phénomènes sociaux, en termes à la fois naturalistes et matérialistes. Mais naturalisme, qu'est-ce que ça veut dire dans le langage qu'utilisent les philosophes? Ça signifie qu'on va essayer de rendre compte des phénomènes qui appartiennent à l'ordre humain,
que ce soit des phénomènes psychiques, des phénomènes sociaux, des phénomènes historiques, on va essayer d'en rendre compte de la façon dont les sciences de la nature rendent compte des phénomènes qu'elles étudient, c'est-à-dire sur le mode de la causalité efficiente, sur le mode des lois. C'est-à-dire qu'on va essayer de produire une intellection, une intelligence, une compréhension de la nécessité universelle, du déterminisme si l'on veut, à l'œuvre dans la réalité. Alors que, en effet, depuis des siècles et même des millénaires, la position dominante quand il s'agissait d'expliquer les phénomènes humains, c'était que l'humain était en situation d'exception dans la nature. Or, et c'est là qu'il faut réévaluer l'apport et les conséquences de la révolution scientifique du XVIIe siècle et de gens comme Descartes. Parce que certes, ça ne fait aucun doute, la révolution scientifique du XVIIe siècle, qui commence avec Galilée, et qui va philosophiquement, on peut dire, s'accomplir avec Descartes, et qui va se poursuivre ensuite, était porteuse, en effet, de tout le devenir de maîtrise et possession. Quoique je vous dirais que j'en ai un petit peu marre d'entendre constamment Descartes faire office de tête de turc de la pensée écologiste. Quand les nazis attaquaient Descartes, et je peux vous dire que si vous voulez des textes nazis sur Descartes, je vous en montrerai, eux, ils ne se trompaient pas de cible. Mais quand on nous dit aujourd'hui que l'homme à abattre pour en finir avec la destruction environnementale du monde, c'est Descartes, là, il faut être sérieux. Bon, c'est pourquoi j'ai surtout parlé de Bacon. Oui, ça je sais, oui, non, mais alors ça, je ne parle pas de Philippe Descola qui n'en veut pas spécialement à Descartes. Mais je me suis donné la peine, je me suis fendu d'un petit plaidoyer pour Descartes, dans le petit que sais-je, que vous trouverez là-bas, sur la nature. Parce qu'en effet, je crois que ça, c'est se tromper complètement de cible. Revenons au naturalisme. Le grand fondateur du naturalisme, philosophiquement, le plus fort, et celui qui est encore, je dirais, par certains aspects et par bien de ses caractéristiques, devant nous, et pas derrière, quelques 300 ans, c'est Spinoza. C'est Spinoza, le grand fondateur de la pensée naturaliste, c'est Spinoza qui vous dit que l'homme est un être de nature. Or, c'est ça aussi dont était porteuse la révolution scientifique du XVIIe siècle. Elle était porteuse, certes, du mouvement qui a conduit aux animaux-machines de Descartes, qui a conduit à l'exploitation, à l'extractivisme et à tout ça. Bon, quoique, comme je le dis dans le petit que sais-je, lisez Léonard de Vinci. Alors lui, on lui pardonne tout parce qu'il n'a pas la Joconde. Mais quand vous lisez les carnets scientifiques de Léonard de Vinci, vous apercevrez que Descartes, à côté, c'est un petit joueur. Parce que chez Léonard de Vinci, vous avez des descriptions de machines à tuer en masse, vous avez de sous-marins, de chars d'assaut, etc. Descartes n'a jamais fait ça. Mais revenons au naturalisme, à Spinoza. C'est quelqu'un qui vous dit, voilà, tout ce qui est humain, psychisme, social compris, peut être compris de façon naturelle, c'est-à-dire en termes de cause et d'effet. Il vous dit, en gros, une grosse crise de colère de votre voisin parce que vous faites un peu de bruit, ou une guerre à vos frontières sur votre continent, ce sont des orages, ce sont des tempêtes dans l'esprit humain, et ça doit être compris comme ça. C'est ce que signifie le fameux adage qu'on connaît quand on ne connaissait rien de Spinoza. On sait ça, ne pas ricaner des bêtises des hommes, ne pas pleurer sur leur stupidité, sur leur méchanceté, ne pas condamner, ne pas vitupérer, mais comprendre. Il ne dit pas attention, hein. Il ne dit pas, on lui fait dire quelquefois, ne pas juger. Spinoza juge, bien sûr. Il juge. Il ne faut pas dire Spinoza ne juge pas. Hein. Ça, c'est les conneries de Frédéric Lenoir. Sur le miracle Spinoza. Non, il n'a pas lu Spinoza. Spinoza juge. Lenoir dit Spinoza fait comme le Christ, il ne juge pas, comme si le Christ ne jugeait pas. Hein. Alors, il n'a pas bien lu l'épisode des marchands du temple, ni de la femme adultère. Bien sûr, le Christ juge, Spinoza juge, mais il vous dit on peut comprendre. Et c'est ça le naturalisme qu'a donné aussi la révolution scientifique du XVIIe siècle. Et c'est ça qui triomphe aujourd'hui. Je veux dire, intellectuellement, scientifiquement et philosophiquement, c'est ce naturalisme-là qui gagne du terrain. C'est-à-dire que c'est Darwin qui nous apprend, et ça c'est en droite ligne de Spinoza. Descartes l'a permis aussi. D'ailleurs, Descartes a permis Spinoza, parce que sans Descartes, vous n'avez pas de Spinoza. Mais Darwin, c'est ça, c'est l'homme, l'humain, ça fait partie de la nature. Nous sommes une partie de la nature. Et ça, c'est aussi c'est le naturalisme au sens qui se développe aujourd'hui dans le chantier de ce qu'est la philosophie contemporaine. Alors, le grand partage, il existe certainement dans nos pratiques, il n'y a pas de doute. Je pense simplement que le plus urgent
pour en finir avec les conséquences catastrophiques de la dévastation de la planète, c'est en effet de rompre avec le capitalisme. Alors là, vous aurez un point d'accord entre Descola et moi. Là, il n'y a pas de doute. Là, on est d'accord. Je crois que là, j'ai lu les éthographies des mondes à venir. Vous êtes parfaitement explicite sur ce point. Là, il y a un truc, en effet, avec quoi il faut en finir. C'est le capitalisme extractiviste. Bon. Mais avec l'opposition de la nature et culture, de la nature et de la culture, avec le concept de nature, non. C'est même pas avec Descartes qu'il faut en finir. C'est pas avec Galilée. D'ailleurs, je sais que vous ne proposez pas d'en finir avec Galilée, puisque vous avez un grand respect pour la physique, et ça, je le sais. C'est pas du bluff, je le sais bien. Mais il faut rendre justice à ces courants et comprendre que le naturalisme qui est en train aujourd'hui de s'imposer dans la philosophie, qui est en train de progresser, il n'est pas encore dominant, parce que des penseurs antinaturalistes, spiritualistes, vous en avez plein. Il y a plein de gens, à commencer par le pape, qui vous disent n'essayez surtout pas de comprendre l'homme, n'essayez pas de comprendre la vie, n'essayez pas de comprendre l'esprit en utilisant les méthodes des sciences naturelles, c'est-à-dire par des causes et des effets, parce que ça, ce sont des mystères et que ça vous échappera toujours. Vous pourrez expliquer des petits trucs, mais vous ne comprendrez jamais ce que c'est véritablement, l'essence de ces choses-là. Or, le naturalisme aujourd'hui en philosophie, c'est la tentative justement de comprendre ça sur la base de la science, de la science qui est née de Descartes. Et voilà, donc je crois que le concept de naturalisme que vous développez, moi je n'ai rien contre, il est défini, il n'y a pas de problème, le grand partage, l'opposition, dont le remède serait, mais ça on en parlera peut-être après, la subjectivation des non-humains, leur restituer une intériorité, etc. Ce que je ne crois pas, mais ça on pourra en discuter. Mais il y a un naturalisme qui est un naturalisme, j'allais dire qui est le mien, je le dis très modestement, parce que je n'ai en rien contribué à son élaboration philosophique, mais qui est celui de Spinoza, qui est celui de Diderot, qui est celui de d'Holbach, qui est celui de la Métrie, qui ont de loin précédé les neurosciences dans l'affirmation et la conviction qu'on peut expliquer naturellement les phénomènes humains. Et alors, pour ce qui concerne la Métrie et ce qui concerne d'Holbach, alors là, oui, matériellement. Mais le naturalisme n'oblige pas à être matérialiste. Spinoza n'est absolument pas matérialiste. Il ne vous dirait jamais que l'esprit est l'effet de la production des circuits neuronaux, de la chimie du cerveau ou de l'électricité dans le cerveau. Jamais, jamais. Spinoza n'est pas c'est un penseur naturaliste. Tout est naturel, tout s'explique par cause et effet. Mais attention, il ne vous dit pas que tout est matériel. Pas du tout. Voilà. Voilà ce que je dirais au sujet du naturalisme. Bon. Oui, mais à l'évidence, c'est deux formes complètement différentes de naturalisme. Le naturalisme, pour vous, c'est un mouvement, et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit sur Spinoza, Spinoza a cette chose un peu étrange dans les prodromes d'un dualisme qui se met en place au XVIIe siècle, d'avoir d'emblée éliminé effectivement une position dualiste. Mais le dualisme, il se constitue sous la forme, pas simplement d'un programme philosophique, il se constitue sous la forme des assignations que l'on va faire de la place de tel ou tel élément du monde dans tel ou tel ensemble. Quand vous lisez l'apologie de Raymond Sebon de Montaigne, qui est un gradualiste typique, qui correspond encore à ce que j'ai appelé l'analogisme, qui se développe jusqu'à la Renaissance et qui met en évidence le fait que des animaux, l'araignée, les oiseaux l'araignée qui tisse sa toile, les oiseaux qui font leur nid, manifestent des intentions, des savoir-faire et des choses comme ça qui ne les distinguent pas profondément des humains. C'est un type de discours qui devient difficilement recevable par Bacon, par exemple, quelques 60 ans plus tard. Et donc, il y a eu un basculement à certains moments important dont nous voyons encore les résultats, c'est-à-dire que nous n'élisons pas des moutons et des autobus au Parlement, et parce que nous considérons effectivement qu'il y a des institutions pour gérer les humains et d'autres institutions pour gérer les autres qu'humains.
le droit de propriété, les brevets et des choses comme ça, et qu'il s'agit de deux domaines qui sont bien séparés. Et il me semble que cette séparation, elle se met en place à cette époque, avec le fait précisément que des gens comme Spinoza ne rendent pas possible cette division. Mais il y a, au fond, dans toute l'histoire de la philosophie, on a des Leibniz non plus n'est pas un naturaliste au sens classique. Leibniz est un grand analogiste aussi. Donc on peut faire toute une généalogie de philosophes. Michel Serres y a été employé dans un petit livre assez drôle dont je ne me souviens plus exactement le titre. Et à la suite de la lecture de Par de la nature et culture, il s'était efforcé de montrer qu'il y avait des philosophes, des artistes, des écrivains, etc., dans la tradition occidentale qui correspondaient à chacun des modes d'identification que j'avais mis en évidence. Et c'est tout à fait plausible, bien sûr. Il y a ces espèces de courants souterrains. Quand on fait de l'anthropologie ou de le comparer ou de l'histoire des idées, comme vous voulez, on est obligé de réduire à un grand trait, au fond, des séquences historiques, des mouvements, etc. Mais il n'en reste pas moins que, à l'heure actuelle, nous sommes naturalistes, pas au sens philosophique que vous avez évoqué, qui est celui de Spinoza ou des matérialistes du XVIIIe siècle, mais au sens que nous avons tendance précisément à, comme vous le dites, à séparer la nature de la société ou la nature de l'artifice lorsque nous opérons des classements implicites, au fond, dans les choses qui nous environnent. Et donc, c'est en ce sens que le naturalisme anthropologique tel que j'ai voulu le développer est assez différent du naturalisme philosophique, qui est un projet intellectuel qui se développe au fil du temps, vous l'avez bien montré, et dont, disons, la variante physicaliste la plus récente n'est que l'expression la plus moderne, enfin la plus contemporaine. Alors, le naturalisme, expliquez-vous, n'est qu'une des 4 ontologies que vous identifiez. Vous avez évoqué l'animisme, le totémisme, l'analogisme. Vous venez de rappeler que par de la nature et culture, vous ne les positionnez pas sur un jugement de valeur, vous ne les compariez pas. Vous avez évolué, venez-vous d'expliquer. Est-ce qu'il n'y a pas un prix à payer à rejeter le naturalisme, ce prix à payer étant par exemple la physique des particules que vous aimez bien, qui est quand même indissociable de ce rapport au naturalisme? Est-ce qu'il n'y a pas finalement même l'anthropologie telle que vous avez fait votre carrière? Est-ce qu'il va falloir renoncer à ce type de science en renonçant au naturalisme tel que vous l'avez énoncé? C'est une question très intéressante, compliquée. Il me semble que, pour reprendre encore une fois la remarque de Merleau-Ponty, le terreau qui permet l'émergence des sciences positives est stable, mais que le développement de ces sciences peut, une fois que les procédures qui les rendent possibles et qui sont les opérations qu'elles mènent, se sont diffusés, peut se greffer sur des modes d'identification différents. J'en prends pour exemple la Chine ou l'Inde, qu'on peut vouloir définir comme un capitalisme dirigiste, mais qui, pour moi, sont encore très largement imprégnés de ce que j'appelle l'analogisme. Et pourtant, on fait de la très bonne biologie, de la très bonne physique dans les universités indiennes et dans les universités chinoises, ce qui veut dire que les procédures même de l'activité scientifique qui sont nées ailleurs ont pu se greffer sur un terreau différent. C'est pas complètement inattendu d'ailleurs, parce qu'il me semble, c'est peut-être une parenthèse, mais c'est une parenthèse qui est peut-être utile d'ouvrir, que contrairement à Bachelard, que j'ai beaucoup lu aussi jadis, qui dans plusieurs de ses livres établit un contraste absolu entre
la physique des qualités sensibles et puis la physique mathématique, il me semble que la naissance de la physique a été rendue possible précisément par une cosmologie analogiste dans laquelle il était concevable que des éléments du monde puissent être dénombrés, que leurs propriétés soient connues et que leur possibilité de combinaison soit, disons, d'alchimie, si vous voulez, soit concevable. Pour mettre sur pied une physique mathématique, il fallait qu'on ait déjà cet élément initial. Je ne vois pas les conditions dans lesquelles une physique mathématique aurait pu naître dans un contexte animiste ou dans un contexte thémique. Il fallait ce contexte analogiste pour ça. Donc, là, il y a une continuité et non pas une rupture épistémologique, disons, entre les deux. Alors, évidemment, il y a une rupture épistémologique en ce sens que ce ne sont pas complètement les mêmes procédures, mais les conditions élémentaires, en quelque sorte, de fonctionnement du monde tels qu'ils sont perçus par Kepler, astrologue, et par Kepler, astronome, ne sont pas fondamentalement différentes. Et alors, on s'est beaucoup interrogé sur le fait de comment est-ce que ce type pouvait être à la fois un astrologue et un astronome. Au fond, il fondait ses raisonnements sur l'idée d'une régularité du fonctionnement des planètes, sur le fait que ces fonctionnements étaient mesurables, observables, et qu'on pouvait en tirer des conséquences de type très différents sur la prévision du futur ou bien sur la prévision de leur trajectoire. Donc voilà, ça c'est une parenthèse, mais qui, je pense, il est important de le noter parce que ça veut dire que la science telle que nous la connaissons, elle peut prospérer sous sa forme quand je dis la science, c'est un terme qu'il ne faudrait jamais employer, c'est les sciences toujours, bien sûr, parce que chaque science a ses conditions de véridicité, ses formes d'établissement de la preuve, etc., etc. Donc on peut parler de la science avec un S majuscule, c'est un peu comme la nature avec un N majuscule. Chaque science a ses conditions de possibilité, ses conditions d'existence, ses conditions de vérification, etc. Je voudrais dire aussi, et donc la disparition peut-être du naturalisme, encore que c'est quelque chose qui est difficile à imaginer, on y reviendra peut-être tout à l'heure, la disparition du naturalisme n'implique pas nécessairement la disparition des procédures scientifiques que le naturalisme a rendu possible, puisque, encore une fois, j'avais une collègue à l'école des hautes études en sciences sociales qui faisait un travail absolument fascinant sur les astronomes et les astrologues indiens, justement. Et elle montrait la porosité entre les deux domaines, et donc c'était du Kepler dans le Kerala. Donc cette possibilité de la continuité de la recherche scientifique et du progrès dans les sciences dans un monde qui ne serait plus tout à fait naturaliste ne me paraît pas contradictoire. Je voudrais aussi dire un mot sur le relativisme parce que Patrick Dupuy a beaucoup insisté sur cette affaire du relativisme. Implicitement, c'est ce que vous disiez aussi dans votre présentation de l'idée de nature. Le relativisme, c'est le ver dans le fruit. Enfin, c'est la menace qu'il faut pouvoir combattre. Or, excusez-moi de vous interrompre, est-ce qu'on peut demander une minute à Patrick Dupuy d'expliciter sa critique sur le relativisme pour que vous puissiez y répondre après? Comme ça, voilà. Je ne sais pas très bien quand est-ce que j'ai fait référence au relativisme dans ma présentation de l'idée de nature. Je n'ai pas souvenir. Dans le livre, il en est question. Ah, dans le livre, ça c'est question. certain. Si vous voulez expliquer justement la critique que vous formulez dans le livre, pour que Philippe Descola puisse y répondre. Moi, ce que je pense, pour aller très vite, c'est que Philippe Descola a parfaitement raison de dire que le rôle de l'anthropologue, la fonction de l'anthropologue, le statut de l'anthropologue interdit qu'il
qu'il aborde l'étude de quelque formation humaine que ce soit, avec la moindre idée que le point de vue qui est le sien, dans la culture qui est dans... Là, je vais prononcer un gros mot, le mot culture. Dans la culture qui est la sienne, soit le point de vue qu'il faut adopter par principe. C'est-à-dire que l'anthropologue, il est relativisant par nature. Relativisant au sens où il part du principe qu'il est interdit de poser quoi que ce soit en norme absolue de référence de ce qui est vrai ou de ce qui est bien. Ça, c'est absolument certain. C'est-à-dire que on peut dire ça comme ça, c'est comme ça que vous le dites, je n'utiliserai pas le mot relativisme, mais on peut dire le mot relativisme, on peut dire que le relativisme est le principe méthodologique qui doit présider au travail anthropologique. Je ne dirais pas que c'est le relativisme, je dirais qu'il y a une obligation de neutralité, je dirais plutôt, de principe, de neutralité méthodologique vis-à-vis des formations humaines qu'on étudie, des collectifs humains qu'on étudie. Alors après, il y a une deuxième chose, c'est que l'anthropologie, et c'est son mérite, c'est un mérite qu'elle n'a pas, dont elle n'a pas, je dirais, l'invention. Parce que avant qu'existe une anthropologie scientifique, on a déjà eu, d'abord, on a déjà eu dès l'Antiquité des gens qui ont dit ça, mais on a eu tous les grands penseurs du XVIIIe siècle. Enfin, comment peut-on être persan, hein, ou le supplément au voyage de Bougainville de Diderot, qui ont déjà introduit ce que Lévi-Strauss appelle le regard éloigné, la mise à distance de nos propres pratiques et de nos propres pensées par mise en comparaison avec les pensées et les pratiques d'autres collectifs humains différents de nous. La différence entre nous aujourd'hui et Montaigne avec les Cannibales, Montesquieu avec les Persans, Diderot avec les Tahitiens. La différence, c'est que nous avons l'anthropologie et nous avons une anthropologie scientifique, grâce à des gens comme Descola et Lévi-Strauss. Nous avons une anthropologie scientifique, nous avons une base empirique. Eux ne l'avaient pas, parce que, comme vous l'avez très bien dit, la philosophie, ce qui voulait dire la science à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de différence, ne voyageait pas, c'est sûr, ça c'est certain. Et donc, nous avons maintenant les moyens de faire sérieusement, scientifiquement quelque chose que faisait déjà Montaigne, que faisait déjà Montesquieu, que faisait déjà Diderot, mais je dirais sur des bases très fragiles, qui est en effet de relativiser notre point de vue, de le mettre en comparaison avec les façons de faire et les façons de penser d'autres collectifs humains, et de mesurer d'une part la contingence des nôtres, de nos façons de faire et de penser. Nos façons de penser et de faire ne sont pas absolument nécessaires ni universelles, ça c'est une première prise de conscience, et quelquefois même aller jusqu'à commencer à prendre conscience de la terrifiante stupidité ou cruauté de nos manières de faire à nous. Et c'est ce que fait Montaigne quand il dit qui sont les barbares, qui sont les cannibales. Voilà, est-ce que ce sont eux qui font ce que nous tournons en dérision ou ce que nous condamnons, ou est-ce que c'est nous, dans la façon dont nous sommes comportés, en débarquant avec nos gros bateaux, avec nos navires, avec nos chevaux et nos armures dans les Amériques? Et donc, ça, c'est le deuxième point. Premier point, neutralité. Deuxième point, mise à distance, regard éloigné, vertu de relativisation de l'anthropologie, ça c'est évident. Après, il y a autre chose, qui est de convertir l'attitude de neutralité et de convertir le principe méthodologique de relativisation en relativisme, c'est-à-dire en affirmation. Alors en affirmation plus ou moins explicite, en affirmation plus ou moins expresse, en affirmation qui peut être tout à fait, je dirais, sous-entendue, qui peut être quelquefois un peu, dissimulée. Affirmation de l'égale vérité de toutes les ontologies, de toutes les façons de faire, ou de leur égale dignité en matière éthique. Parce que là, alors là c'est autre chose. Le relativisme consiste à dire, alors ça c'est la vieille formule de Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, chaque culture, ou ça peut être chaque individu, chacun sa vérité, ça peut être chaque culture, chacun voit midi à sa porte, est la mesure de toute chose, de la vérité ou du bien. Et là, je dis non. Là, c'est autre chose. Nous avons affaire à trois niveaux qui sont complètement différents. Et ce que je reproche à Philippe Descola, c'est de ne pas être aussi franc du collier, qu'un, par exemple, Paul Feyerabend, qui lui vous dit, vous êtes persuadé de la vérité de l'astronomie copernicienne ou galiléenne, moi je regrette, ou de la chimie lavoisienne, ou de la physique galiléenne, moi je regrette, la physique alors il cite beaucoup d'exemples,
la physique de tel ou tel collectif humain complètement étranger à l'Occident, leur chimie, leur astronomie, elle vaut exactement la même chose que la nôtre. Et il vous dit, Feyerabend, il vous dit, vous n'aimez pas le nazisme, n'en dégoûtez pas les autres. La position de Feyerabend en matière éthique, elle est exactement celle-là. Vous n'aimez pas le nazisme, moi pas tellement non plus, mais ne vous croyez pas branché sur l'absolu. Quand vous imaginez que vous pouvez justifier relativement l'absolu, alors ça c'est le relativisme. Mais alors, un relativisme, je dirais, qui a un avantage chez Feyerabend, c'est qu'il est totalement assumé, sans complexe. Sans complexe. Lui, je trouve que chez Nicolas, c'est moins assumé. C'est-à-dire que c'est souvent un peu plus rampant. On va dire, c'est rampant, donc ça passe sous les radars, et ça vous permet de dire que vous n'êtes pas relativiste, de vous défausser de l'accusation en disant on m'a accusé d'hyper-relativisme. Personne ne vous accuse d'hyper-relativisme, mais de relativisme, oui. Ça, oui. Mais ça, on peut en discuter, bien entendu. On peut en discuter, tout à fait. Oui, j'aimerais bien en discuter. Alors, merci pour la défense et l'illustration de la méthodologie relativiste de l'anthropologie. Vous l'avez très bien définie. Mais vous n'avez pas tiré toutes les conséquences. C'est-à-dire que si cette méthodologie est systématique et qu'elle aboutit à des conclusions selon lesquelles tel ou tel concept, telle ou telle macro-catégorie qui est utilisée chez nous n'a pas cours ailleurs, il faut, comme la nature par exemple, il faut en tirer les conséquences. Mais je voudrais revenir sur cette question du relativisme moral. Effectivement, le relativisme anthropologique, c'est un relativisme de méthode, c'est évidemment pas un relativisme moral. Mais lorsque vous m'accusez un peu d'être cauteleux, dans votre livre, vous me reprochez précisément de dire que les 4 modes d'identification ou les 4 régimes ontologiques sont plausibles. Et que je ne vais pas... Je l'ai noté en tout cas, mais que je vais pas jusqu'au bout en assumant au fond cette plausibilité. Ils sont plausibles, non pas dans leur systématicité, puisque au fond l'inventivité humaine en matière d'institutions, de valeurs, de combinaisons entre humains et autres qu'humains est infinie. Ils sont plausibles dans les inférences initiales sur lesquelles ils sont fondés. C'est-à-dire, j'ai évoqué tout à l'heure pour l'animisme l'éthologie de Jacob von Uexküll. Effectivement, l'idée de multinaturaliste pour les formes de vie, elle est parfaitement plausible. De même, le fait d'imputer un rôle d'agent qu'on va éventuellement transformer en la possession d'une intériorité à un très grand nombre d'éléments dans le monde, c'est plausible. Un agent, c'est ce qui agit sur le monde de telle façon qu'il introduit une différence. C'est une définition très ancienne en philosophie d'ailleurs. Je trébuche sur une pierre, cette pierre devient un agent. Donc il n'est pas nécessaire de lui attribuer des intentions. C'est ce que la philosophie analytique, de plus en plus maintenant, après Elisabeth Anscombe, a développé comme étant une définition de l'agency, de la puissance d'agir. C'est-à-dire l'idée qu'un agent, c'est quelque chose qui exerce une intention. Mais ce n'est pas du tout nécessaire de faire ça. Dans la tradition philosophique, un agent, c'est ce qui cause un effet. Et donc, cette façon de faire monde est tout à fait plausible à bien des égards. Pour l'analogisme, l'idée que le monde est constitué d'une infinité d'éléments et qu'il faut pouvoir trouver entre ces éléments des séries de connexions, des correspondances, etc., c'est aussi quelque chose de plausible. Ça fait partie de l'expérience individuelle de chacun et elle s'est fondée sur, au fond, l'idée du désarroi devant la complexité du monde et qui
a pour conséquence la volonté de trouver ces connexions entre des éléments disparates, quelle que soit la nature, transitive ou non d'ailleurs, de ces correspondances. Donc c'est plausible. Et plausible aussi le totémisme, qui paraît, à vue de nez, la plus contre-intuitive des ontologies que j'ai examinées, puisque c'est l'idée que des humains et des autres qu'humains ont des propriétés morales et physiques partagées à l'intérieur d'un groupe qui sont transmises depuis un prototype. Au fond, la racine du chauvinisme ou du nationalisme, c'est-à-dire l'idée que des êtres, des sites, des paysages, des humains, des animaux, etc., partagent en commun des singularités telles qu'ils sont complètement différents d'autres groupes d'humains, d'autres paysages, etc. C'est comme inférence initiale, c'est ce qui a été à l'origine des pires délires nationalistes. Alors, je précise quand même que les Australiens ont trouvé une clause intéressante pour éviter précisément ces formes de chauvinisme en instituant la nécessité pour ces groupes, qui sont des sortes de races ontologiques différentes les unes des autres, de coopérer en échangeant des conjoints, en faisant des rituels pour permettre la multiplication du gibier chez leurs voisins, etc., etc. Donc une obligation de solidarité sociale entre ces différents groupes. Mais globalement, chacun des systèmes d'afférence qui donnent lieu à ces régimes ontologiques est plausible. Et donc, c'est pas faire du relativisme que de l'admettre. Mais évidemment, les systèmes qui aboutissent, qui viennent donner corps à ces inférences, sont des systèmes qui sont infiniment singuliers, très divers, qui porteurs de valeurs extrêmement différentes qu'on peut ou pas partager. Mais il ne s'agit pas de les admettre en tant que tels, il s'agit d'admettre la plausibilité des inférences initiales. Je ne sais pas ce que veut dire plausible. Pour moi, ce qui mérite d'être qualifié de plausible, c'est ce qui présente une probabilité, on va dire, suffisamment élevée d'être vrai, sans que cette probabilité aille jusqu'à la certitude. Quand je dis, oui, ce soupçon, cette hypothèse, c'est plausible, je dis, ça a de bonnes chances d'être vrai. La notion de plausibilité, pour moi, n'a pas de sens en dehors de l'idée de vérité. Alors, si on entend par plausible que différentes manières, par exemple, de penser le monde, de le cartographier, de l'organiser, sont des manières qui ont leur fondement, qui ont leurs racines, qui ont leur justification, si l'on veut, dans telle ou telle perception, dans telle ou telle identité, façon de penser d'un groupe humain, là, je suis d'accord. Si vous voulez, c'est un principe universel qu'on peut adopter. Mais si l'on entend par plausible qu'il y a des chances d'être vrai, là, je ne suis plus tout à fait d'accord. Au sens où, lorsque vous dites que les cérémonies chamaniques qui sont pratiquées par certains collectifs humains sont subjectivement vraies pour ceux qui les mettent en œuvre, je prétends que quand on met subjectivement devant vrai, le mot vrai ne veut plus rien dire. Rien. C'est-à-dire que la vérité, si on accepte, si je dis « Ah oui, ça c'est subjectivement vrai pour moi », non, je regrette. Alors, vous ajoutez que vous voulez bien croire, ce qui est une manière de dire qu'en fait, vous ne croyez pas vraiment. Parce qu'on dit « Je veux bien croire que vous soyez innocent », mais l'expression elle-même, je veux bien croire qu'une thérapie génique soit plus efficace qu'une cérémonie chamanique. Mais, vous dites, je veux bien croire. Ce qui veut dire, vous ne croyez pas. C'est votre droit. Mais je ne pense pas que le principe de relativisation de l'anthropologue doive aller jusqu'à, une fois qu'il a joué son rôle d'anthropologue et qu'il l'a bien joué, jusqu'à convertir ce principe de relativisation méthodologique en principe de jugement. Car enfin, on n'est pas anthropologue à 100% de son existence. Il y a un rôle d'anthropologue, il y a une fonction d'anthropologue, il faut bien la jouer. Après, je ne pense, comme vous dites, par exemple, que
au fond, la connaissance de la diversité des usages, de pensée et de pratique crée une certaine angoisse, une certaine inquiétude dans nos esprits occidentaux au sujet de la vérité de la science, je ne crois pas que même dans votre esprit, l'angoisse et l'inquiétude soient si grandes que ça. C'est possible, parce que je ne suis pas à votre place. Mais je crois que même avoir lu beaucoup d'anthropologie, même avoir lu beaucoup d'histoire, ne nous rend pas forcément très anxieux à ce point de vue-là. Je veux dire que le jour où les choses se gâtent sérieusement, et on se demande si, par exemple, telle grosseur à tel endroit du corps a un risque d'être quelque chose de grave, ce par quoi on se précipite, c'est le CHU, le plus scientifique, le plus moderne, le plus occidental qui soit. Et c'est pour ça que c'est ça que j'appelle relativisme. C'est l'idée que c'est l'idée qu'au fond, oui, tout est aussi plausible. C'est comme la classification. La classification. Vous dites, bon, ça je vous cite, l'espèce A et l'espèce B sont déclarées différentes parce que l'espèce C, évidemment l'espèce humaine, l'a décrété ainsi. Alors déjà, quand on dit décréter, c'est déjà pas un terme très, disons, valorisant du point de vue cognitif, du point de vue de la connaissance. Moi, je regrette la classification biologique. La classification biologique, nous avons déjà suffisamment conscience des progrès qu'elle a accomplis, ne serait-ce que depuis 50 ans, avec, par exemple, l'avènement de la classification phylogénétique, pour que je crois qu'il soit permis, en effet, d'évaluer les classifications et de dire, par exemple, que certaines classifications sont plus pertinentes que d'autres, en tout cas plus fondées objectivement. On a longtemps, en Occident, fondé la classification des animaux, par exemple sur la manière de les chasser, la manière de les pêcher, leur usage domestique, leur comestibilité. Je pense qu'il y a une supériorité objective réelle dans la classification phylogénétique, y compris, par exemple, par rapport aux classifications auxquelles j'avais droit quand j'étais enfant. Moi, avec mon père scientifique, je visitais le Muséum d'histoire naturelle qui présentait des principes de classification complètement faux. Nous savons, par exemple, aujourd'hui, que la carpe est plus près de l'homme dans la classification que le requin. Bon, mais le requin, c'était dans les poissons, là, avec la carpe, et l'homme, il était tout à fait ailleurs. Je crois que nous avons progressé. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, alors que nous comparons entre elles les ontologies que nous partageons, ou plutôt que nous ne partageons pas, qui nous divisent, parce qu'il y a des chrétiens ici, forcément. Moi, je ne le suis pas. Moi, je suis athée. Ben, un chrétien ici n'a pas la même ontologie que moi, parce qu'il met dans le mobilier du monde des choses que j'y mets pas, moi. Et inversement, j'y mets des choses que peut-être lui n'y met pas. Mais ça veut dire que ces ontologies, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les comparer, les évaluer au point de vue de la vérité. Et pourquoi il faudrait exclure l'hypothèse que par une série de hasards historiques, une série de hasards géographiques, une petite région du monde, à l'extrême occident de ce continent eurasiatique, aurait pu éventuellement, par chance et par des mécanismes complètement aléatoires qui ne confèrent aucune supériorité intrinsèque à la population européenne, mais aurait pu, par chance, tomber sur, je dirais, des modes de connaissance tout simplement plus efficaces et dont l'efficacité et dont la vérité a été établie par la nocivité même qu'a suscité leur mise en œuvre technologique. C'est ça qui s'est passé. On a été si dévastateurs parce qu'on était plus fort. On était plus fort parce que notre technique, notre représentation du monde était probablement, malheureusement pour ceux qui l'ont subi, et ils l'ont subi douloureusement, gravement, et ils continuent de le subir, plus vrai. Il me semble que c'est malheureusement les choses comme ça que les choses se présentent. Et qu'il ne faut pas reculer devant cette comparaison. Je ne pense pas que ça doive nous faire peur. Et que l'idée même qu'il y ait une supériorité de la science en matière de connaissance sur d'autres formes de représentation doivent nous faire croire que tout nous est permis. Absolument pas. Et par ailleurs, il y a quand même un critère. Vous savez, quand Galilée voulait montrer que l'héliocentrisme de Copernic était supérieur en termes de vérité au centrisme de Ptolémée, il nous disait, des gens qui font le voyage dans un sens, on en voit, des gens qui font le voyage retour dans le sens, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, je ne doute pas que la science occidentale, moderne, européenne, se soit développée, et pu se développer, je n'en doute pas, parce que c'est le fait, sur la base d'environnements culturels complètement différents de l'environnement européen. Mais on ne voit pas que le chemin ait été fait en sens inverse. Et sans doute, ce n'est pas sans raison. Oui, on peut longuement discuter de critères de
véridiction comme un indice, au fond, de la pertinence de formation intellectuelle dont certaines sont scientifiques et dont d'autres ne le seraient pas. Je ne suis pas sûr que ça permette... c'est le rôle de l'épistémologie. Je pense que, encore une fois, de la même façon que les scientifiques des sciences expérimentales ou des sciences de la nature n'emploient pas le terme de nature, ils n'emploient pas le terme de vérité non plus. Ils s'intéressent à des processus qui sont transmis, des savoir-faire qui sont transmis à l'intérieur de laboratoires, à l'intérieur d'institutions. Mais non, c'est des institutions d'enseignement, mais leur objectif premier n'est pas de découvrir la vérité, puisque c'est une... Mais c'est la vérité en ce sens que ce sont des expériences qui sont réfutables, falsifiables, etc. Mais la vérité, au sens où vous l'employez, devient une sorte de valeur qui est, au fond, caractéristique de la vérité logique ou mathématique. La conformité à l'objet, l'adéquation à l'objet. Oui, ça c'est la définition de Diderot. C'est chez Platon. C'est chez Platon. Si je dis que le cheval est un palmipède, non, c'est faux. on va pas trop polémiquer sur cette question. Il nous reste encore à discuter des usages politiques du concept de nature, mais terminé, Philippe Descola, je vous en prie. Si vous... Oui, non, simplement, cette obsession des conditions de véridiction fait partie vous avez dit à propos de Platon, d'une très ancienne obsession de la philosophie européenne qui est liée aux mathématiques en particulier et qui est liée à la logique. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des classifications. Effectivement, les classifications phylogénétiques nous ont appris des choses extrêmement intéressantes, mais chaque forme de classification, il y en a de nombreuses, il n'y a pas uniquement les classifications instrumentales ou fonctionnelles ou d'usage. Ce très grand livre de philosophie qui est La pensée sauvage, qui est un des plus grands livres de philosophie du XXe siècle, analyse précisément la façon dont des populations non modernes ont utilisé des propriétés sensibles des objets de leur environnement pour construire des classifications très intéressantes, dont Lévi-Strauss d'ailleurs précise qu'elles sont sauvages de la même façon que nous-mêmes produisons des classifications sauvages. Et donc la classification phylogénétique nous en apprend beaucoup en termes d'évolution, mais on peut aussi adopter les cladogrammes, la cladistique, c'est-à-dire une forme différente, une approche différente de la classification. De quoi ? De la classification phylogénétique, en tout cas telle qu'elle est. Phylogénétique, c'est équivalent. Si la classification phylogénétique est fondée essentiellement sur des degrés de proximité à partir des caractéristiques génétiques des êtres analysés. Ah là, je veux un biologiste. Là. On ne va pas rentrer peut-être dans ce détail technique. La classification. Non, on va pas. Non, la classification, elle est phylogénétique ou cladistique, c'est synonyme, hein, oui. à ma connaissance. Ça me paraît un débat exagérément technique. Mais c'est la même classification. Il nous reste assez peu de temps pour aborder une question plus politique, et vous avez en commun, outre peu d'appétence pour le capitalisme, si j'ai bien compris, une préoccupation pour l'état de dévastation du monde. Est-ce qu'on a besoin du concept de nature pour protéger la nature, selon l'expression consacrée, ou une autre manière de le formuler, c'est le slogan que l'on voyait à Notre-Dame-des-Landes, qui était « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ».
qui veut... Ben, c'est déjà une différence par rapport à protéger la nature. C'est très différent. C'est très différent. C'est-à-dire que les zadistes se constituent comme, ou se considèrent comme des éléments d'un collectif qui est en possibilité, éléments qui sont en possibilité d'agir, alors que le collectif, le triton ou les zones humides n'ont pas les moyens efficaces pour se défendre contre les projets d'aéroports. Et par conséquent, il y a des humains qui, en tant que membres d'un collectif, participent à cette défense. Et je trouve ça très intéressant parce que des luttes contre des grands projets extractivistes, en particulier dans la région andine, fonctionnent de ce type-là. C'est-à-dire, lorsque le gouvernement péruvien a le projet de donner à l'exploitation d'une mine à une grande compagnie internationale qui va détruire une montagne, puisque c'est une exploitation par décapage. Les mobilisations locales se font à la fois pour des raisons pour être compréhensible d'une certaine façon écologiste, c'est-à-dire qu'il y a des calicots, non à la pollution, non à la destruction de nos ressources, etc. Mais globalement, c'est parce que ces membres d'un grand collectif analogiste se considèrent avoir une responsabilité pour défendre l'un des membres du collectif qui est attaqué. Et par conséquent, des luttes écologistes extrêmement efficaces peuvent être menées sans qu'on ne brandisse la nature. Même dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, c'est un usage au fond de la nature qui est intéressant, puisque la formule même « nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend » vient complètement transformer la conception traditionnelle de la nature comme quelque chose d'extérieur. Alors, au fond, pourquoi est-ce que la protection de la nature, qui a été une étape importante dans les dispositifs de mise en réserve et de protection, justement, mais avec au fond, les premières... les deux endroits où la protection de la nature s'est exercée en premier lieu, c'est dans les grands parcs aux États-Unis, d'où l'on a... le premier, c'est Yellowstone. On a expulsé des Blackfeet qui venaient chasser dans cette région de façon à créer cette cathédrale de la nature qui... représentait au fond la destinée manifeste des États-Unis. C'était un don divin qui avait été fait à ces pionniers et qu'il fallait pouvoir protéger comme un patrimoine en quelque sorte, sans prendre en considération le fait que ce patrimoine avait été en partie subtilisé à des autochtones. Et puis dans l'autre domaine où on a expérimenté la protection de la nature, c'est dans les colonies, en France et au Royaume-Uni. C'est-à-dire, au fond, on a transformé des parcs, des réserves de chasse en parcs naturels. Et donc ce processus est quand même très lourdement entaché de colonisation. Cela dit, il a rendu possible effectivement la préservation de certains sites, mais au prix qui continue d'ailleurs à être payé de l'expulsion des populations autochtones de ces lieux. Je rappelle que l'Amazonie, par exemple, est une forêt qui est très largement anthropogénique, et donc c'est grâce à des genres de recherches que j'ai menées et d'autres collègues, donc je ne néglige pas du tout la dimension scientifique de la botanique et de la succession des écosystèmes. Cette forêt, qui est donc en grande partie anthropogénique, pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer ici, et on a voulu, dans certains cas,
en expulser les habitants. Comme toute la planète est anthropisée, chaque fois que on a voulu créer des réserves en expulsant les occupants humains de ces réserves, on a commis à la fois un contresens et un crime néocolonial, sans nécessairement contribuer, ou en tout cas en ne prenant pas en compte le fait que, par exemple en Amazonie, la forêt anthropogénique a ce site particulier qu'elle, sa composition floristique a évolué au fil des millénaires du fait de l'action humaine. Et donc, le résultat, c'est qu'on a un taux de biodiversité égal dans les zones qui ont été transformées par l'action humaine aux endroits où il y a eu peu d'action humaine ou pas du tout, mais en substituant des espèces qui étaient utiles à l'homme à des espèces qui ne l'étaient pas. Donc, c'est un phénomène complexe, cette idée de la protection de la nature, mais au fond, l'argument principal à propos de la nature, c'est qu'à partir du moment où on parle de nature, on met en branle à la fois ce torrent d'affect, de sensibilité qui s'est développé avec, depuis Rousseau et avec le romantisme, qui est l'attrait, au fond, que nous ressentons, nous les modernes, dans des écosystèmes qui ont été peu anthropisés, et le sentiment de plénitude que cela provoque chez certains d'entre nous. Nous partageons avec Patrick Dupouet le plaisir de randonner dans une région des Pyrénées espagnoles autour de Riglos, et effectivement, j'ai rarement été aussi heureux que qu'en marchant dans ces gorges, dans ces oueds de la région de Riglos. Donc, on partage tous, enfin tous les modernes partagent cette fascination. Mais à partir du moment où on parle de nature, on introduit cette coupure, ce grand partage, et donc on entretient d'une certaine façon le naturalisme. Et donc la question de savoir quels sont les meilleurs outils politiques pour essayer de lutter contre le capitalisme dévastateur sans se fixer trop sur la nature, comme si c'était quelque chose d'à part, au fond, comme si c'était une action politique à part, et qu'une fois qu'on aurait préservé la nature, on aurait résolu tous les problèmes, ce qui n'est certainement pas le cas. Et donc, je pense qu'on est confronté à un immense défi intellectuel, qui est d'essayer de comprendre comment s'éloigner du naturalisme de façon à rendre impossible ou difficile, en tout cas, la poursuite de la dévastation de la planète, sans nécessairement brandir le concept de nature comme un mot d'ordre, puisque, encore une fois, la protection de la nature est quand même très, très liée à sa dévastation. C'est-à-dire, une fois qu'on a dévasté et tout d'un coup on s'aperçoit que, oups, on a fait des bêtises, il faudrait quand même essayer de réparer ça et de préserver des espaces où cette dévastation soit moins visible. Alors, un de ces espaces, c'est par exemple le parc naturel des Pyrénées. Et je dis ça parce que, pas national, parce que Patrick Dupouet m'avait demandé de préciser ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, qu'il était membre du conseil scientifique du parc national des Pyrénées. Patrick Dupouet, sur cette histoire a-t-on besoin de la nature pour... Oui, non, mais que vous puissiez répondre. Je repars du slogan nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Bon. C'est un beau slogan. Les slogans, c'est fait pour mettre en marche, c'est fait pour... C'est dommage, c'est pas facile à scander. Bon, ça, vous connaissez les slogans plus... je vais pas commencer ici, mais je pourrais vous en réciter quelques-uns de ma folle jeunesse et même du présent. C'est pas facile à scander, mais c'est quand même un beau slogan. Il est difficile de dire
que c'est un slogan qui nous permet d'agir et de combattre dans le sens requis sans mobiliser l'idée de nature, puisque le mot nature est deux fois dans le slogan. Donc, mais peu importe, nous ne sommes pas la nature, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Pourquoi ? La base, le fondement, alors on va dire ontologique de ce slogan, c'est l'idée que nous sommes tous dans le même bateau et que ce bateau est la nature et que nous ne pouvons pas être indifférents au fait que si nous commençons, quand nous commençons à l'esquinter, nous esquintons la nature et que ceux qui la défendent, en effet, sont partie prenante de ce qu'on peut appeler un collectif, le collectif des réalités naturelles, dont font partie ceux qui prennent fait et cause pour les tritons, par exemple. Et je suis très conscient de la nécessité de défendre les tritons, en particulier dans les canyons espagnols de Haut-Aragon. J'ai moi-même fait du canyoning, j'adorais ça, mais qui est un peu une dévastation pour ces écosystèmes que sont les magnifiques barrancos du pays aragonais. Alors, certes, nous sommes tous des parties de la nature, et donc, quand nous nous levons contre une extraction, contre une pollution, c'est la nature qui se lève, oui. Mais il y a un problème logique. Le PDG de Total Énergie serait parfaitement fondé à dire qu'il est naturel, lui aussi, qu'il fait partie de la nature, et que quand il attaque la nature, et quand il agresse la nature, et quand il abîme la nature, c'est la nature qui s'attaque, qui s'agresse et qui s'abîme elle-même. Donc il y a déjà un problème logique là-dedans. Mais je passe sur la logique. Je passe sur la logique parce que le problème, c'est que la défense de la nature, c'est évidemment un acte éminemment culturel. Si nous voulons que, et ça j'y tiens parce que je crois que la nature ça existe, si nous voulons que la part de naturalité dans le monde où nous vivons, part dont nous avons besoin pour des raisons qui ne sont pas seulement des raisons vitales, utilitaires, mais qui sont des raisons esthétiques, éthiques même, si nous avons besoin de cette part, nous devons la défendre, mais nous ne pouvons pas compter sur la nature. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes comme agents politiques. La question de la défense de la nature aujourd'hui est une question politique. C'est pas la nature qui va nous tirer d'affaire. La nature, c'est un acte culturel que de défendre la nature. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que rien n'a fait plus de mal à la nature. Rien n'a plus dégradé la nature. Rien n'a plus esquinté la nature. Rien n'a plus détruit la nature que la nature elle-même. Les grandes extinctions provoquées par la nature toute seule, sans les humains, ce sont des décimations d'espèces. C'est jusqu'à 95% des espèces terrestres ou océaniques qui disparaissent. Et il n'y a qu'un responsable de ça, c'est la nature. Alors d'abord qu'on arrête de répéter, mais ça, je ne pense pas que cette illusion ait traversé une seconde l'esprit de Philippe Descola, qu'on arrête de répéter que la nature est bien faite, parce que ça, c'est... Mais il y a encore des écologistes qui répètent ça dans les cortèges. Hein. Je me souviens d'une pancarte à Lannemezan pour la défense de nos forêts. N'imitons pas les humains, imitons la nature. Quelle stupidité quand on sait comment fonctionne la nature, comme on sait quel est le mode d'existence des êtres naturels, imitez ça. Mais il n'y a rien de plus répandu que le cannibalisme, que le meurtre gratuit, que le rapport sexuel forcé dans la nature. Alors je sais qu'il y a la collaboration, je sais qu'il y a de la coopération, je sais qu'il y a de l'entraide, bien évidemment. Les biologistes ont d'ailleurs beaucoup étudié tout ça. Mais la défense de la nature, c'est une question culturelle, c'est une question politique. C'est de ça qu'il faut se convaincre. Et il ne faut pas essayer de se raconter des histoires et de croire que... Ça, évidemment, c'est agréable quand on défile derrière des banderoles. On est la nature. Ah, on est la nature. Il y a les méchants en fond qui ne sont pas la nature. Il y a les Patrick Pouyanné, il y a tous les pollueurs, tous les extracteurs. Nous, on est la nature. Ben non, on n'est pas la nature. Nous sommes des êtres, bien sûr, qui venons de la nature, mais nous sommes des êtres de culture. Sur la base de la nature, c'est constitué chez une certaine espèce, et pas la seule, parce qu'il y a d'autres espèces où la culture s'est développée à un point beaucoup moins élevé que pour l'espèce humaine. Mais il y a d'autres espèces qui ont des pratiques culturelles, qui ont des modes d'existence culturels. La culture n'est pas l'apanage exclusif de l'humanité. Il reste que l'humanité a poussé cette capacité à un degré extraordinairement éloigné de ce qu'ont pu atteindre d'autres espèces. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de prendre fait et cause contre, en effet, ce que certaines parties de la nature, que sont les humains, produisent et font à la nature. Et donc, je crois qu'il ne faut pas trop se payer de mots. Ce slogan, c'est un slogan. Je crois aussi quand même, moi j'ai un passé de militant politique. D'ailleurs, je ne révèle pas un secret, c'est public, vous aussi.
Bon. Et même si, de chez vous à chez nous, on se détestait cordialement pour de très... Pardon. On se détestait cordialement pour de très très mauvaises raisons, pour des raisons stupides, bon, dont on aurait mieux fait d'ailleurs d'essayer de se débarrasser qu'on l'a fait à l'époque. Mais c'est vrai que nous avons un passé militant, et moi, la conscience coupable, la conscience, je dirais, pleine de remords de mon passé militant, c'est la conscience d'avoir trop souvent dit des choses qui, parce que c'était des choses qu'on disait pour la bonne cause, devaient être dites, même si nous savions qu'au fond, ça ne tenait pas la route. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Je pense que, bien sûr, les slogans, c'est fait pour mobiliser. C'est d'accord. Mais je pense que ce serait bien que nous ne nous éloignions pas trop disons, des slogans auxquels nous nous sentons en mesure de donner un contenu rationnel défendable. Voilà ce que je dirais. Bon, maintenant, cela dit, il est permis de temps en temps de crier, bon, j'aime pas trop CRSSS, mais que certains, ayant vu le copain se faire bastonner, le crient, bon, on peut le pardonner, c'est pas le problème. Mais il vaut mieux quand même se tenir aussi longtemps qu'on peut éloigner des choses dont on sait bien que si on devait les défendre, on n'irait pas très loin. Voilà. Dans la tradition médiévale, les disputes se concluaient par une prise de parole du maître, mais il n'y a point de maître à cette tribune. Donc nous allons plutôt conclure par un temps d'échange autour de la librairie. J'ai vu plusieurs mains qui se levaient et qui auraient souhaité intervenir. C'est pas le choix qu'on a fait, mais par contre, nos deux orateurs, et je les en remercie à nouveau, vont être à votre disposition pour poursuivre cet échange. Donc encore merci à eux. Un grand merci à tous. Voilà.